G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver dans G-Sport. On espère que vous allez tous bien et que ce soir, si vous allez consommer des Kleenex, c'est seulement pour partager l'émotion et la joie de nos invités. Alexandre Giroux, mesdames et messieurs, pilote de quad vainqueur du Dakar 2022. Bravo Alexandre. Merci beaucoup. On n'a pas de faux applaudissements ici, mais c'est encore plus fort quand ça vient de l'intérieur. Bravo Alexandre, vraiment, on se voit ici chaque année à la même heure. Après 2 années de malchance, cette fois, ça y est, merci infiniment d'être là. Merci beaucoup. Au lendemain, vous le savez, de votre retour sur la terre ferme, la terre de votre Vercors, et puis les pieds sur terre aussi, ça fait du bien après 2 semaines de sueur et de transpiration. Alexandre, je vous présente 2 voisins de Villard-de-Lans, champions de France junior de danse sur glace, 4e de leur premier championnat de France élite. Marie Dupéage et Thomas Nabé, bienvenue. Merci. Regardez, le géant des sables, enfin, tout en haut du podium, à Jeddah. Alexandre Giroux remporte le Dakar, premier français dans cette catégorie, haut et fort, haut la main. Il a amené son quad au bout de la ligne sans que personne ne puisse le lui contester. Comment est-ce que vous réagissez à ces images, Alexandre ? C'est toujours un plaisir et plein d'émotions de revoir ça. Donc, c'est sûr qu'on s'en lasse pas, on pourrait les revoir et les revoir. 4e en 2019, vous avez joué de malchance lors des 2 dernières éditions avec une casse moteur. L'an dernier, vous aviez dû abandonner la veille de l'arrivée à la 2e place. C'est ce que vous avez le plus redouté, ça, la technique ? Forcément, sur le Dakar, on redoute beaucoup de choses parce que c'est un Dakar, comme je le dis, ça se construit. Donc, quand on dit ça se construit, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs physiques, techniques. On peut faire une chute, on peut avoir des problèmes mécaniques. Maintenant, on avait tout mis en place quand même pour réussir et ça a marché. On est très contents surtout. Oui, physique, très, très physique. Oui, c'est beaucoup d'engagement physique, c'est une année de préparation et c'est vrai que voilà, c'est 12 jours où on fait à peu près 12 heures de quad par jour, donc c'est assez éprouvant. Ouais, il faut batailler très très dur, on se lève très tôt et on roule longtemps. La plus longue étape, c'était combien d'heures sur le quad ? Je crois que j'en ai fait à peu près 15 heures à peu près. Il faut se lever dans la nuit ? Oui, je crois le plus tôt que je me suis levé, exactement, c'est 3h45. Donc, et puis on se couche quand ça se passe bien, j'ai la chance que ça soit bien passé, on se couche à 21h, 22h. Et ça dure 2 semaines. Voilà, seulement pendant le rallye, parce qu'on se prépare, on le dit, c'est une grosse préparation physique, mentale, la diététique aussi. Tout ça, c'est vraiment une grosse préparation. Voilà. Alors ça a été compliqué au départ, 7e je crois de la première, 7e au général sur cette première étape avec plus d'1 demi-heure du leader, des inquiétudes ? Des inquiétudes, je ne vais pas dire non parce que mon équipe vont dire qu'est-ce qu'il est menteur. Ah bon. Mais on savait que c'était pas non plus catastrophique. Même moi, j'étais pas content puisque j'ai mené la course le premier jour et puis je suis arrivé le premier quad sur ce qu'on appelle un coup de navigation où même les leaders moto et voitures ont beaucoup, comme on dit dans le jargon, jardiné. Et c'est vrai que j'y ai pas échappé. Du coup, je perds beaucoup de temps alors que j'étais plutôt en bonne posture. Donc quand on arrive le soir, on est un peu déçu. Après, comme tout le monde m'a dit, c'est vrai, il fallait mieux que ça arrive le premier jour que le dernier jour dans tous les cas. Oui, par la suite ça allait, vous avez remporté la 5e étape, déterminante pour la suite. Vous avez aussi remporté la 8e étape. Vous avez aussi bénéficié de l'abandon de l'Américain Copetti, qui était aussi votre principal adversaire, à part vous-même bien sûr. Mais en tout cas, la voie était libre pour une victoire cette fois-ci. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ce qui a été le plus compliqué, c'était de mener 8 jours sur 12. Donc, c'est une fierté, mais c'est pas simple qu'il y en ait devant pendant 8 jours. En effet, Copetti abandonne quelques jours avant la fin. Mais il était plutôt en position d'attaque. Donc, c'est sûr qu'il a mis sa machine et lui-même en difficulté. Donc, c'était plutôt bien. Mais j'avais 30 minutes d'avance. Donc, je n'ai pas forcément bénéficié, c'est lui que j'ai mis en difficulté. C'est une fierté de pouvoir mettre des pilotes comme ça en difficulté, puisque ce sont quand même des pilotes professionnels et qui sont toutes les années aux avant-postes. La plus grosse difficulté sur ce
type d'engin. Alors vous, c'est un Yamaha Raptor 700. C'est ça. C'est quoi en fait? Parce que vous êtes toujours debout aussi. En fait, les pilotes voitures sont dans leur habitacle. On sait que c'est déjà très physique. Vous êtes toujours dans la maîtrise de votre engin, ce quad? Tout à fait. On est quasiment, on peut dire, c'est les mêmes problématiques qu'une moto, puisqu'on a un guidon, on est debout, on n'a pas d'arceau, on n'est pas attaché. En danseuse? Après, voilà, on est souvent en suspension sur les jambes. Après, la différence avec une moto qu'on va avoir en plus, c'est que déjà, on est plus lourd qu'une moto et surtout qu'on a on va avoir le quad va bouger d'avant en arrière comme une moto, mais aussi de gauche à droite. Donc, et ça, il faut tenir puisqu'on prend les trous et des voitures et des motos. Et c'est vrai que sur les ornières, une moto va se mettre dans une ornière d'une trace d'une voiture, que nous, on est à cheval sur les deux et on est beaucoup plus secoué qu'une moto. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus physique à ce niveau-là. Sans compter la chaleur, les dunes, le sable. Il y avait des étapes très compliquées cette année. C'est sûr que cette année, le Dakar avait mis beaucoup d'options sur le sable, donc on a beaucoup fait de sable, beaucoup de dunes. Le quad est un engin qui passe plutôt bien dans les dunes, mais ça reste quand même très physique et puis aussi très technique où les chutes peuvent vite arriver entre différents types de dunes, qu'on peut être surpris à force. Il est là, ce beau trophée. Qu'est-ce qu'il est beau alors? Ça fait beaucoup de plaisir de le voir. Tout à fait, c'est sûr que des trophées comme ça, pas tout le monde peut en avoir. Donc avoir au moins dans une vie, c'est quand même une sacrée fierté. Oui, il y avait aussi un petit bouquet de fleurs sur la tête, là, une couronne de fleurs. Alors joli, ça. Oui, c'est joli, je vous cache pas, j'ai pas compris. C'était le petit cadeau de podium, on l'a pris, ça fait toujours plaisir. Tout le monde l'avait, voilà, les vainqueurs, tout le monde l'avait, tous la même tête sur la photo. Voilà, moi il n'y avait pas de jaloux. C'est sûr. Alexandre, on vous découvre un peu moins moustachu quand même depuis hier. En tout cas, on vous a découvert moustachu cette année. Et ça, on sait ce que ça représente. C'est ce qui vous a guidé tout au long de ce rallye raid. C'est la présence omniprésente de votre papa, Daniel, qui a été le premier à terminer un quad sur le Dakar, à faire arriver un quad sur la ligne au Dakar. C'était il y a 25 ans, il est là, votre papa, on le voit ici. Vous n'étiez pas là, ça c'était en 2019. On avait pu faire une liaison avec vous sur le Dakar, au terme duquel finalement vous aviez abandonné. Votre papa l'avait terminé ce Dakar, premier français, c'était il y a 25 ans. Vous vous en souvenez d'ailleurs, hein? Bien sûr, j'étais jeune, mais je m'en souviens, jeune, je l'ai bien vécu. Et c'est vrai que c'est un plaisir et beaucoup d'émotion de l'avoir fini cette année. Oui, parce que ce foutu Covid, on peut le dire, a emporté Daniel au printemps dernier. Toute votre force, c'est dans sa mémoire que vous la puisez cette année? C'est sûr que ça m'a accompagné, ça m'a aidé. Après, je l'ai pas fait la première année aujourd'hui le Dakar, donc c'est quelque chose, comme je dis, je l'ai pas fait. Et ça, c'était, je le dis tout à fait honnêtement et consciemment, on va dire, puisque j'en ai beaucoup discuté avec lui à l'époque. J'ai pas fait le Dakar parce que papa a fait le Dakar. J'ai fait le Dakar et j'ai fait du quad parce que je suis un passionné de quad, j'aime ça. Il aurait fait de la danse classique, ça fait rire beaucoup de monde parce que vu comme il était physiquement, c'était pas gagné. Il en faut pour tout le monde. Mais peut-être que j'en aurais fait, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il m'a ouvert la voie sur le quad, ça m'a plu. J'aurais pu faire, j'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, j'aurais pu faire ces sports-là plus professionnellement. C'est le quad qui m'a attiré, c'est le désert qui m'a attiré, et c'est sûr que sa mémoire et tout ce qu'il a fait avant m'ont poussé encore plus cette année à arriver à chercher une victoire. Mais en tout cas, c'était bien moi sur le quad et c'est ma passion qui m'anime. Mais il était avec moi, bien sûr. Ouais, avec le regret évidemment qu'il soit pas là pour voir ça encore, qu'on ne sait jamais ce qui se passe, bien évidemment. On vous a vu, n'empêche, sur ces images. Elles comptent aussi pour nous. Vous comptez pour nous tous les deux parce que c'était la première émission. Si on parlait, la première de notre quotidienne, animée par Thibault Leduc, qui vous avait reçu ce 11 janvier 2016. Donc voilà, on pense bien à lui et à toute votre famille. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes très attaché à votre famille, votre épouse, vos deux filles, et votre famille du Vercors. Alors, vous qui habitez à Lens-Engin, on n'a pas ces images, bah tant pis. On les retrouvera tout à l'heure. J'habite à Engin, vu l'accueil que j'ai eu hier par les Anginois, si on les nomme pas, ils vont pas être très contents. Donc oui, j'habite à Engin, je suis anginois. C'est à Engin, d'accord, c'est ça. Parce que vous êtes originaire d'Engin, vous avez aussi des chevaux à Lens-en-Vercors. En tout cas, tout le monde vous a célébré de retour sur vos terres. On a vu Bruno Sabi également. Bien sûr, Bruno est mon parrain et quelqu'un qui compte beaucoup, qui m'a beaucoup soutenu durant toutes ces années pour aller chercher ce fameux trophée. Et c'est super. Voilà, et on savait qu'on retrouverait ces images ici. Ça, c'est la petite surprise
Voilà, oui, c'est vrai pour l'anecdote. Mon frère conduisait la voiture, je disais attention, il y a un accident. Après, il y a une manifestation. Et bon, il souriait. Apparemment, il était un peu au courant avec ma belle-mère de ce qui allait se passer. Et parce que là, vous êtes peut-être un peu stone à ce moment-là, non aussi, parce que vous dormez pas beaucoup. Hein, on n'a pas dormi beaucoup. Et puis l'arrivée, on a passé une nuit à Paris où on n'a pas trop dormi non plus. Donc c'était. Oui. Mais bon, les nerfs et l'excitation nous tenaient encore. Donc toute la famille, les supporters d'Angers, de Lens, Bruno Sabi, on l'a dit vraiment qui vous réserve cette petite surprise aussi. C'est tellement important quand on est tout seul, avec un beau staff aussi dans le désert, mais de enfin se sentir entouré comme ça. Tout à fait, c'est vrai que c'est une joie et puis d'avoir tout le monde qui nous soutient comme ça. Et puis moi, je marche beaucoup, c'est mon carburant, on va dire. Et comme je leur dis, c'est ce qui fait avancer le quad. C'est plus eux que moi. Moi, je fais que le conduire. Et c'est vraiment un honneur et un plaisir d'avoir les amis, la famille et les supporters qui derrière poussent et sont heureux et vous disent tu m'as fait vibrer, on a pleuré, on a rigolé et tant qu'il y a que ça, tant que cela existera, je pense que je continuerai parce que c'est vraiment ce qui me fait avancer. Oui, et le programme maintenant, c'est quoi ? Le programme maintenant, ça va être de revenir au monde réel, puisque j'ai un métier à côté aussi, donc il va falloir s'y atteler. Et puis quand même, c'est dans le commerce. Hein. Voilà, dans le commerce de chaussures super confortables. C'est ça, en caoutchouc qu'on met. C'est ça, enfin, voilà. Je sais pas en caoutchouc, enfin, je sais pas en quelle matière, mais en tout cas, on connaît tous. Voilà. Ce truc, et notamment les enfants, ça marche bien. Très bien. Voilà, donc. Voilà, non mais bon, les crocs, bref, on a voilà. C'est bon. Blague à part, autrement, je suis en tête aussi de Dakar cette année, compté pour le championnat du monde. Donc je suis en tête du championnat du monde en catégorie quad. Donc on va voir si on trouve les budgets pour pourquoi pas aller chercher un titre, en tout cas faire le championnat du monde. Et si on pouvait aller chercher un titre, ça serait vraiment une année 2022 exceptionnelle. Ça serait chouette. Vous avez déjà été champion du monde de quad ? J'ai été champion du monde des barras, donc c'est des petits rallyes. Là, on rentrait dans la cour des grands après le Dakar. Bon, il n'y a rien de plus grand, mais être champion du monde des rallye raids, ça serait le top après un titre, après une victoire sur le Dakar. Ça serait effectivement génial. On mange pas trop et on dort beaucoup. C'est ça le secret maintenant ? Donc oui, on va essayer vite de faire attention, mais on va prendre surtout pour le moment, on va prendre du plaisir, on va prendre tout ce qu'on nous donne actuellement puisque c'est beaucoup d'émotions. On va en profiter, voilà, chercher mes mots. On va profiter de ces moments-là parce qu'ils sont sacrés et ils partent plus vite qu'ils arrivent souvent. Donc, on va profiter de ça puis on va se remettre au travail pour aller chercher ce fameux titre si on arrive à avoir le budget. Croise les doigts, bien évidemment, et super content en tout cas de vous avoir reçu. C'est très sympa d'être venu vraiment au lendemain de votre retour ici. J'espère aussi que vous irez bien encourager Thomas et Marie parce que vraiment, ils le méritent aussi. Vous êtes voisins désormais. On crée des rencontres ici aussi. C'est fait avec grand plaisir. Sur les patins, c'est pas trop mon truc, mais bon, je suis prêt à aller les voir en tout cas. Mais les filles aussi, ça marche bien. Normalement, les petites filles aiment bien la danse sur glace surtout. Mais on enchaîne avec, alors c'est pas encore de la danse, hein, c'est la suite de l'actu et c'est les stars de la pétanque. Alors, on y est encore dans la patinoire, hein, finalement. On reste à la patinoire de Vaujany pour accueillir ces mondiaux de pétanque, en fait. Hein. Effectivement, c'est la patinoire de Vaujany qui a été aménagée pour l'occasion, pour la grande finale de Passion Pétanque française, avec Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien qui prennent le titre aux leaders mondiaux, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Chez les dames, victoire de Charlotte Darodès, je ne sais pas, Mouna Beji et Ludivine Dizodoro. Original, mais cette fois-ci on retourne sur la glace, la vraie, pour aller retrouver Kevin Emos à Tallinn en Estonie. Kevin a terminé très honorablement ses championnats d'Europe de patinage. Le Grenoblois formé à Grenoble, il avait raté son programme court, mais avec un long très ambitieux. Un retournement sur un quadruple, mais pas de chute. Un super programme par la suite. Il est remonté jusqu'à la 7e place. Kevin fait partie des 4 seuls Français qui défendront le patinage à Pékin. Il y aura donc un autre garçon. C'est Adam Siawimfa. Normalement, il est sélectionné. Et puis le couple de danseurs Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Et parce que ces derniers ont été forfaits pour les Europes, ce sont vos collègues de Villard-de-Lans, Loïcia Demougeot et Théo Lemercier qui ont été appelés à participer à ces championnats d'Europe, leur premier en élite, avec l'autre couple français, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot. Et Loïcia et Théo ont terminé ces Europes à la 16e place sur 20. C'est vachement bien. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ici vos partenaires d'entraînement, vos amis ?
ici à ce niveau? On est fiers, on est très contents pour eux parce que pour eux comme pour nous c'est une première année senior et cette opportunité je pense que ils sont vraiment très très contents d'avoir pu la vivre et puis en plus ça s'est plutôt très bien passé. Une 16e place en premier championnat d'Europe c'est très 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 bien donc on est content pour eux et puis on espère qu'un jour on pourra vivre cette expérience avec eux. Et oui, quand on sort tout juste des juniors, c'est vraiment merveilleux ce qui leur arrive aussi, profitant donc de ce forfait de Gabriella et Guillaume qui se sont concentrés sur les JO qui arrivent, c'est maintenant dans 4 semaines. Et alors, on va pouvoir voir justement ici Karine Haribert, votre entraîneuse, je ne sais pas si vous êtes pour la féminisation de ce poste-là, mais c'est très courageux parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'écoles de danse sur glace. Vous êtes à Villars, Karine vous entraîne, il y a bien sûr Lyon, il y a aussi Belfort, mais Villars est vraiment un pôle de danse sur glace. Oui. À la Villardienne, je m'adresse, Marie. Oui. C'est vrai que nous, moi, j'ai toujours patiné là, et puis quand on m'a rejoint, en fait, je pense qu'on se voyait pas forcément ailleurs, en tout cas en France, et c'est plutôt une évidence, en fait. Ouais. C'est une belle récompense aussi pour Karine, de se retrouver ici sur ce Kiss and Cry. Son travail est vraiment récompensé, et tout ce qui est mis en place sur le pôle, et voilà, on voit que ça donne des résultats. Alors, vous étiez 2e remplaçant, donc si Evgenia et Geoffrey avaient eux aussi déclaré forfait pour une raison ou une autre, c'est vous qui aurez pu accompagner Loïcia et Théo. C'est probablement ce qui se fera dans les années à venir. Je pense que et vraiment, si vous pouviez vous tirer la bourre comme ça tous les deux, mais au plus haut niveau, ça serait vraiment génial. Vous avez participé cette année à votre premier championnat de France élite, que vous avez donc terminé 4e, juste derrière Loïcia et Théo. C'était à Cergy, c'est très encourageant. Ouais, c'est très très encourageant, surtout pour une première année senior, comme on l'a dit. On fait une 3e place au programme libre en plus, donc on ne pouvait pas être plus heureux. Et puis en plus, justement, la fédération a décidé de nous retenir en tant que 2e remplaçant en championnat d'Europe. On est très très contents. Ouais, c'est que du bonheur. Alors avec Kevin aussi, on n'a pas dit, mais c'est vraiment une super... on est très amis entre le club de Villars, le club de Grenoble aussi. Kevin Emos qui est au plus haut niveau, champion de France senior aussi. Vraiment les Isérois cartonnent et on est très très fiers aussi. J'imagine que vous aussi, on n'a pas toujours été reconnus au plus haut niveau. Ça fait du bien de voir que des champions locaux commencent à émerger un petit peu et... c'est cool de voir qu'on commence à se faire notre place aussi. C'est le début et je pense que avec le travail... Et plein de confiance parce que vous avez l'habitude depuis tout petit à évoluer dans ces conditions, être prêt le jour J, le moment M, vraiment aussi. C'est ça, et puis il faut faire aussi abstraction des événements extérieurs. J'ai eu la malchance de me blesser à l'entraînement officiel le premier jour à la première épreuve, à l'épaule, et j'étais bien accompagné par les médecins, les kinés là-bas, et puis l'adrénaline a fait son travail, et puis on a réussi quand même à faire comme si rien ne s'était passé, et ça c'est l'expérience qui a fait que ça a pu se passer comme ça. Mais il faut quand même faire attention aussi à son physique, ça c'est sûr, parce que le patinage, la danse sur glace, c'est toujours un très beau spectacle. On a l'impression que tout est millimétré, mais ça ne se voit pas. On a l'impression qu'on voit une prestation. Et le travail, alors la danse sur glace, c'est de la danse, avec des pas de danse de salon, de danse classique. Il faut répéter à la barre. Oui. On a tous les jours des cours de danse, donc avec notre prof de danse. Donc on peut faire de la barre classique, comme on peut voir sur la vidéo. On a des exercices un peu plus contemporains. On travaille tout ce qui est les jambes libres, le port de bras. Tout ce qu'on peut avoir sur glace, en fait, on le travaille aussi au sol. Donc des cours de danse tous les jours, vous avez la glace, vous avez la préparation physique générale, vous avez le stretching. Combien d'heures est-ce que vous êtes sollicité, vous êtes mobilisé pour la danse sur glace chaque jour ? Officiellement, on a 6 heures d'entraînement. Après, de toute façon, comme tout sportif de haut niveau, ça prend une part beaucoup plus importante dans notre vie. Notre vie tourne autour de ça. Mais on commence à 6 heures le matin. On a 2 sessions de 2 heures d'entraînement sur la glace. Et puis après, autour, on a 1 heure de danse. Et après, on a au moins 2 séances de PPG par semaine. Et après, c'est des stages en plus qui s'ajoutent. Pendant les vacances C'est ça, il n'y a jamais vraiment de vacances. Quand est-ce qu'on va à l'école ? Et comme on est à la fac, on a la chance d'avoir un aménagement. Donc
on y va quand on peut, donc quand on a des périodes où on se repose un petit peu. Mais sinon, on fait principalement nos cours en distanciel. On a des personnes qui s'occupent de prendre des notes pour nous. Et voilà. Et voilà le résultat, un style très contemporain, un style très dynamique aussi, même si alors vous avez dû adapter ce programme aux juges. C'était Ella et Louis, hein, c'est ça, la Fitzgerald Louis Armstrong, qui peut ne pas plaire nécessairement aux juges. C'était un programme qui était trop ballroom pour les attentes des juges cette année. Le thème était danse urbaine. On a essayé de moderniser un petit peu, on avait remixé une partie un peu hip-hop, mais c'était pas suffisant pour les juges, donc on a dû changer notre programme, notre danse rythmique en cours de saison. Donc peu de temps avant de le présenter. On a présenté une fois ce programme, et à la suite de cette compétition, les notes n'étaient pas satisfaisantes de notre côté, et les retours des juges n'étaient pas non plus hyper bons dans le sens du thème de l'année, donc on a décidé de changer le programme pas très longtemps avant la compétition d'après, mais ça s'est bien passé. Donc il faut savoir s'adapter tout de suite. Vous avez commencé très jeune, tous les deux. Alors Marie, c'était à 3 ans, Marie Villardienne, encore une fois, de Villard-de-Lans. C'était sur un gala où vous avez eu le coup de foudre pour le patinage ? C'est ça, en fait, ma maman m'a emmenée à un gala à Villars. Et je ne sais pas si vous devez connaître Zoé et Pierre-Loup. Oui, bien sûr. Donc ils étaient à ce gala et je ne sais pas, je pense que je suis tombée amoureuse du patinage à ce moment-là. Et Zoé Blanc, Pierre-Loup Bouquet. C'est ça, oui. Et je pense que j'ai dû dire un truc, maman, je veux faire ça. Et voilà. Votre maman ne patinait pas à Villars ? Non, je sais qu'elle aimait beaucoup regarder les galas, mais non. Ma mère est plutôt chanteuse, pas du tout sportive. On peut rappeler aussi que souvent, je ne sais pas si ça se fait encore, Muriel Boucher-Zazoui et sa grande école de Lyon qui venait à Villard-de-Lans pour réaliser ses stages de danse sur glace avec toutes ses équipes. On a même vu les équipes nationales russes venir s'entraîner aussi en même temps. Ça remonte aux années 90. Et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vraiment Villars était un pôle vraiment de danse sur glace aussi pendant l'été. Avec Gwendal Pesra, Marina Nessina à l'époque. Maintenant, mais... Ouais. Donc ça, vous êtes encore la génération d'après. C'est ça. Et vous patinez ensemble depuis 2015. Thomas, c'était à Paris, ouais. En région parisienne, à l'occasion d'un anniversaire. C'est ça ? C'est ça. Ma maman Le coup de foudre ? Ouais, ma maman m'a organisé un anniversaire avec mes amis pour mes 8 ans. Et après ça, j'ai dit, comme Marie, j'ai envie de faire ça. Et je me suis retrouvé à patiner en club et à avancer. Et puis voilà. Juste comme ça, à patiner à l'occasion d'un anniversaire. C'est ça. Et là, c'était fait pour vous. 2015, oui, ça vous fait 5-6 saisons déjà, patiner ensemble. Donc, on sait que vous avez encore tout l'avenir devant vous. Et Marie est championne de France aussi de danse sur glace en solo. Donc, on peut patiner en solo. Oui, en fait, souvent, en tout cas en France, avant de patiner en couple, on fait du solo, donc pour se former à la base, en fait. Et il y a des compétitions qui sont organisées. Et je me suis plutôt bien débrouillée à l'époque, donc voilà. Donc ça, c'était juste avant que Thomas me rejoigne. Et voilà. Est-ce que vous participez aussi parfois à ces championnats lorsque on perd un patineur, on perd un partenaire et il faut aussi se distinguer, se faire remarquer? Est-ce que ça fonctionne aussi dans ces cas-là aussi pour les solos qui cherchent un partenaire pour la danse en couple? Oui. En fait, c'est justement suite à mes derniers championnats de France solo que j'ai fait des essais avec Thomas. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles aussi qui n'ont jamais eu de partenaire, soit qui viennent de perdre leur, qui font des compétitions solo pour dire je suis toujours là, venez me chercher. Et il faut aussi rappeler que danser sur la glace, c'est pas s'appuyer sur son partenaire, il faut aussi être un bon patineur solo. Et donc, alors, pour ceux qui ne le savent pas, on va donner un petit cours. Parce que ça, c'est pas les patins de tout le monde. Parce que si on voit la différence, ne serait-ce que lorsqu'on va patiner aux séances publiques, on a des patins qui montent beaucoup plus haut. Alors ça, c'est un patin de danse sur glace. Donc la lame est plus courte, Oui. Plus de liberté dans les mouvements aussi. Il y a moins de dents. Moins de pointes, ouais. Moins de petites pointes. Basses. Et ici, le talon, le haut du talon qui est échancré pour pouvoir plus tendre les pointes de pied. Parce qu'en fait, en tant que danseur, on a moins besoin de maintenir la cheville pour les sauts ou autres. Mais quand même, parce que vous avez... Alors, elle est maintenue parce que si vous pressez un petit peu la bottine, vous sentez que c'est dur. En plus, ils sont tout neufs. Ah oui, là, je vois ça. Ils ne sont pas cassés encore. Non, ils sont tout neufs. Ils ont été portés 2 fois. Wow. Mais oui, pour tendre la pointe de pied, on a le droit
petite partie échancrée que les patinoires artistiques n'ont pas, parce qu'avec les sauts, il faut vraiment que la cheville soit tenue plus haut. Et il me semble que la lame est plus fine, hein. Elle est moins épaisse. Elle est moins épaisse, oui. Ouais, que les artistiques. Je crois bien que c'est la même épaisseur qu'un patin de hockey. Bon, on va vérifier toutes ces infos aussi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est bien beau. Il est bien beau ce patin. Je suis sûre que vous allez donner envie à plein de gamins aussi d'aller faire comme vous. On a les JO dans quelques semaines donc, avec, on l'espère, le titre pour Gabriella et Guillaume. Comment vous les sentez ? Bon, je pense que c'est plutôt... Enfin, je ne dis pas que c'est gagné d'avance parce que le sport, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais je pense vraiment qu'en ce moment, c'est vraiment les meilleurs mondiaux. Ils ont vraiment quelque chose de différent et ils ont apporté beaucoup au patinage, je pense. Et ils méritent vraiment ce titre olympique. Et Kevin ? Kevin, c'est pas facile, hein, il y a de la concurrence. Il y a quand même, beaucoup de concurrence, les Japonais, les Américains, les Russes. Mais on lui souhaite tout le meilleur. On espère qu'il va réaliser en tout cas les objectifs qu'il s'est fixés. Et le plus haut possible, un podium, ce serait exceptionnel. Ouais. Mais on lui souhaite. Bien sûr. Allez, c'est la grande famille du patinage et de la danse sur glace. Vous aussi, là, les prochaines échéances, qu'est-ce que c'est ? On a une compétition dans quelques jours à Oberstdorf. C'est une compétition internationale. En Allemagne. Voilà. Donc, ça sera la dernière de la saison. Puis après, ça sera rendez-vous la saison prochaine pour d'autres compétitions en France, à l'étranger. On espère se qualifier pour des grosses compétitions, comme on l'a vu, les championnats d'Europe. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand bonjour à Villa, à tout votre club aussi. Un grand bonjour au club de Grenoble aussi, hein, comme on le disait, c'est la grande famille. Et nous, on a Kevin. Et vous avez la danse sur glace avec Loïcia et Théo et Marie, donc, et Thomas. Merci beaucoup. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait nager comme des sirènes, mais pour de vrai ? Vous le savez, ça ? Non. On peut faire de la natation avec une queue de sirène. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous propose de regarder ce reportage d'Éléonore Pointeau qui a rencontré, mais oui, des sirènes. Sous l'océan. Bonne nouvelle, les sirènes existent, on les a même vues nager dans la piscine de Crawl et leur bonne fée s'appelle Francesca. Du bout de sa baguette a jailli un théâtre aquatique. La nage des sirènes métamorphose les 8 nageuses en femmes poissons, ondulant comme des dauphins. C'est pas une chose évidente, il faut déjà savoir quand même nager un peu et avoir l'eau, être familiarisé avec l'eau. On ne doit pas avoir peur de s'immerger. Ça peut être flippant si on n'a pas cette idée qu'on a les jambes attachées, on ne peut pas se sauver avec les jambes, sauf si on s'épousse du fond. Les débutantes s'initient au monopalme, émerveillées pendant que les plus aguerris s'entraînent afin d'améliorer leur apnée et leur capacité à nager comme des poissons dans l'eau. Céline est une habituée, elle pratique cette nage depuis 4 ans dans les lacs de l'Isère et parfois sous l'océan. On arrive, on enfile le costume, on commence à nager et les gens nous disent « Waouh, une sirène, merveilleux, c'est génial ce que vous faites, on adore, on peut toucher la queue !» Et autant jouer le jeu à fond et porter la fameuse queue de sirène, certaines mordent tellement à l'hameçon au point de réaliser elles-mêmes leur costume. Pour commencer, on m'a enroulé dans le tissu. Après, on a épinglé autour de moi. Après, on a fait une petite couture très fine pour retirer les épingles et après coudre à la machine. Et peut-être que l'idée fera mouche dans certains bassins, car difficile devant ce spectacle de résister au chant des sirènes. Vous imaginez le succès à la mer si elles vont nager avec cette tenue? On a tous rêvé d'être des sirènes, hein Marie? Oui, étant petite fille, oui. Ouais. Et puis alors, un entraînement comme ça au monopalme, ça doit faire un corps de rêve, hein. Ça j'imagine, si on le pratique de manière très assidue. Donc voilà pour cette petite découverte bien sympa que nous propose Éléonore. Il y a aussi des grands rendez-vous sportifs, toujours on touche du bois, on se tient au courant avec tous les protocoles, mais pour l'instant, on se tient à ça. À mes supporters, alors que les clubs grenoblois doivent se relancer, les événements en montagne rythmeront plus que jamais votre week-end. Le FCG a pris un gros coup sur la tête, battu par Vannes au Stade des Alpes, les Isérois ne sont qu'à 2 points des avant-derniers, synonyme de descente. Dos au mur, l'équipe essaiera de se relancer face à un gros de Pro D2 et à l'extérieur, Aviron Bayonnais FCG, c'est vendredi à 20h45.
Le GF38, toujours dans une situation délicate, retrouvera le Stade des Alpes contre Niort. Les Isérois qui n'ont pas gagné leurs 6 derniers matchs rencontreront les 7e. Après un match nul prometteur à Guingamp, tous les espoirs sont permis. Coup d'envoi samedi à 19h. Il faudra sortir ses affaires les plus chaudes et une paire de running pour le Snow Trail des Deux Alpes. Les participants ont rendez-vous à plus de 2000 mètres d'altitude au sommet des œufs blancs pour un 5, 10, 15 ou 20 km, le tout en descente et dans le noir. Top départ samedi à 17h30. Pour finir, il ne faudra pas louper le plus grand tournoi de course sur glace au monde. Le trophée Andros se déroulera au circuit des montagnes de Lens-en-Vercors. Devenue 100% électrique, la compétition se déroulera sur 2 jours et en nocturne. Après 3 étapes, l'Isérois Aurélien Panis est en tête du classement en catégorie Elite Pro. Top départ vendredi à 17h et samedi à 18h. Et pas avec Alexandre Giroux. J'irai peut-être certainement faire un saut. En plus, il y a Aurélien, donc la glace, c'est aussi quelque chose qui me parle. On me retrouve régulièrement sur un quad sur la glace, donc je serai peut-être dans le coin, mais pas au volant d'une voiture. Le sport mécanique est une grande famille aussi. Par contre, il y a un petit choc thermique là quand même. Ouais, il faut déjà que je me réhabitue. J'ai un peu de mal depuis quelques jours. Ah, ça sera une suite de carrière peut-être ? Pourquoi pas ? C'est quelque chose qui peut éventuellement s'envisager d'être au volant d'une voiture un jour. Il suffit, c'est juste à côté, hein, Lens-en-Vercors. Il suffit d'y monter, vous pouvez partir de chez vous. Hein. Ah oui, sans problème, ça oui. Bon, merci encore à vous tous. Bon courage avec tout ça. Hein. Forcément, on sait que vous vous entraînez avec des masques. Hein. Ça, sur la glace aussi. Les compétitions arrivent même pour les plus jeunes, les championnats de France, les championnats du monde. Donc on essaye de faire attention les uns aux autres. Donc, c'est sûr. Plus de précautions possibles. Pour pas être malade le jour J. Et puis, ils testent, ça, vous avez l'habitude maintenant. Vous avez des narines de compétition, évidemment, comme beaucoup d'entre nous. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup à vous tous. Et encore une fois, on touche bien du bois. Et bravo encore, Alexandre. Et merci infiniment d'être venu ici. Merci beaucoup. Et merci encore à vous tous pour votre fidélité. À très vite. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.